Bonsoir et bienvenue sur D8 pour Voyage au bout de la nuit, votre émission littéraire préférée. Je vais donc ce soir reprendre avec vous les fables de Jean de La Fontaine. Je m'étais arrêtée au livre 9. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux comme d'habitude avec le hashtag VBN sur Twitter. Et n'hésitez pas aussi à aller sur le site de D8 pour voir les émissions en replay. Voilà. Je reprends donc ma lecture avec la fable « Le singe et le léopard ». Le singe avec le léopard gagnaient de l'argent à la foire. Ils affichaient chacun à part. L'un d'eux disait « Messieurs, mon mérite et ma gloire sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir, et si je meurs, il veut avoir. Un manchon de ma peau tend à les bigarrer, pleine de taches marquetées, et vergetées et mouchetées. La bigarrure plaît. Partant chacun le vit, mais ce fut bientôt fait. Bientôt chacun sortit. Le singe de sa part disait « Venez de grâce, venez messieurs. Je fais 100 tours de passe-passe. Cette diversité dont on vous parle tant, mon voisin Léonard l'a sur soi seulement. Moi, je l'ai dans l'esprit, votre serviteur Gilles, cousin et gendre de Bertrand, singe du pape en son vivant, tout fraîchement en cette ville. Arrive en 3 bateaux, exprès pour vous parler, car il parle, on l'entend, il sait danser, baller, faire des tours de toutes sortes. Passer en des cerceaux, et le tout pour 6 blancs? Non, messieurs, pour 1 sou. Si vous n'êtes contents, nous rendrons à chacun son argent à la porte. Le singe avait raison. Ce n'est pas sur l'habit que la diversité me plaît. C'est dans l'esprit. L'une fournit toujours des choses agréables. L'autre, en moins d'un moment, passe les regardant. Oh, que de grands seigneurs, aux léopards semblables, n'ont que l'habit pour tout talent. Le gland et la citrouille. Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve, en tout cet univers, et l'allée parcourant, dans les citrouilles je la treuve. Un villageois considérant combien ce fruit est gros et sa tige menue. À quoi songeait-il, dit-il, l'auteur de tout cela? Il a bien mal placé cette citrouille-là. Et parbleu, je l'aurais perdu, je l'aurais pendu à l'un des chênes que voilà. C'eût été justement l'affaire. Tel fruit, tel arbre, pour bien faire. C'est dommage, Garot, que tu n'aies point entré au conseil de celui que prêche ton curé. Tout en eût été mieux, car pourquoi, par exemple, le gland qui n'est pas un gros comme mon petit doigt, ne pend-il pas en cet endroit? Dieu s'est mépris. Plus je contemple ces fruits ainsi placés, plus il semble à Garot que l'on a fait un quiproquo. Cette réflexion embarrassant notre homme, on ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. Sous un crâne, sous un chêne aussitôt, il va prendre son somme. Un gland tombe, le nez du dormeur en pâtit. Il s'éveille, et portant la main sur son visage, il trouve encore le gland pris au poil du menton. Son nez meurtri le force à changer de langage. « Oh, dit-il, je saigne. Et que serait-ce donc s'il fût tombé de l'arbre une masse plus lourde? Est-ce que le gland eût été gourde? Dieu ne l'a pas voulu. Sans doute il eut raison. J'en vois bien à présent la cause. En louant Dieu de toutes choses, Garot retourne à la maison. L'écolier, le pédant et le maître d'un jardin. Certains enfants qui sentaient son collège, doublement sots et doublement fripons, par le jeune âge et par le privilège qu'ont les pédants de gâter la raison, chez un voisin dérobé, se dit-on,
et fleurs et fruits. Ce voisin en automne, de plus beaux dons que nous offre Pomone, avait la fleur, les autres le rebut, chaque saison apportait son tribut. Car au printemps, il jouissait encore de plus beaux dons que nous présente Flore. Un jour, dans son jardin, il vit notre écolier, qui, grimpant sans égard sur un arbre fruitier, gâté jusqu'au bouton, douce et frêle espérance, avant-coureur des biens que promet l'abondance. Même il ébranchait l'arbre, et fit tant à la fin que le possesseur du jardin envoya faire plainte au maître de la classe. Celui-ci vint, suivi d'un cortège d'enfants. Voilà le verger plein de gens, pire que le premier. Le pédant de sa grâce accrut le mal en amenant cette jeunesse mal instruite. Le tout à ce qu'il dit pour faire un châtiment qui peut servir d'exemple, et dont toute sa suite se souvint à jamais comme d'une leçon. Là-dessus, il cita Virgile et Cicéron. Avec force et traits de science, son discours dura tant que la maudite Engeance eut le temps de gâter en 100 lieues le jardin. Je hais les pièces d'éloquence, hors de leur place, et qui n'ont point de fin, et ne sais bête au monde pire que l'écolier, si ce n'est le pédant, le meilleur de ces deux pour voisin, à vrai dire, ne me plairait aucunement. Le statuaire est la statue de Jupiter. Un bloc de marbre était si beau qu'un statuaire en fit l'emplette. Qu'en fera-t-il, dit-il, mon ciseau? Sera-t-il Dieu, table ou cuvette? Il sera Dieu, même je veux qu'il ait en sa main un tonnerre. Tremblez humains, faites des vœux, voilà le maître de la terre. L'artisan exprima si bien le caractère de l'idole qu'on trouva qu'il ne manquait rien à Jupiter que la parole. Même l'on dit que l'ouvrier eut à peine achevé l'image qu'on le vit frémir le premier et redouter son propre ouvrage. À la faiblesse du sculpteur, le poète autrefois n'en dut guère. Des dieux dont il fut l'inventeur, craignant la haine et la colère. Il était enfant en ceci. Les enfants n'ont l'âme occupée que du continuel souci qu'on ne fâche point leur poupée. Le cœur suit aisément l'esprit. De cette source est descendue l'erreur païenne qui se vit chez tant de peuples répandus. Ils embrassaient violemment les intérêts de leur chimère. Pygmalion devient amant de la Vénus dont il fut père. Chacun tourne en réalité autant qu'il peut ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. La souris métamorphosée en fille. Une souris tomba du bec d'un chat-huant. Je ne l'eusse pas ramassée, mais un bramin le fit, je le crois aisément. Chaque pays a sa pensée. La souris était fort froissée. De cette sorte de prochain, nous nous soucions peu, mais le peuple brahmin le traite en frère. Ils ont en tête que notre âme, au sortir d'un roi, entre dans un ciron ou dans telle autre bête, qu'il plaît au sort. C'est là l'un des points de leur loi. Pythagore, chez eux, a puisé ce mystère. Sur un tel fondement, le brahmin crut bien faire. De peur d'un sorcier qui logeait la souris, dans un corps qu'elle eut pour hôte au temps jadis. Le sorcier en fut une fille, de l'âge de 15 ans, et telle et si gentille que le fils de Priam pour elle aurait tenté plus encore qu'il ne fit pour la grecque beauté. Le brahmin fut surpris de choses si nouvelles. Il dit à cet objet si doux: vous n'avez qu'à choisir, car chacun est jaloux de l'honneur d'être votre époux. En ce cas, je donne, dit-elle, ma voix au plus souriant de tous.
Soleil, s'écria alors le brahmin à genoux, c'est toi qui seras notre gendre. Non, dit-il, ce nuage épais est plus puissant que moi puisqu'il cache mes traits. Je vous conseille de le prendre. Eh bien, dit le brahmin en nuage volant, es-tu né pour tuer ma fille? Hélas, non, car le vent me chasse à son plaisir de contrée en contrée. Je n'entreprendrai point sur les droits de Borée. Le brahmin fâché s'écria, ô vent donc, puisque vent y va, viens dans les bras de notre belle. Il accourait, un mot en chemin l'arrêta. L'éteuve passant à celui-là, il le renvoie et dit, j'aurai une querelle avec le rat et l'offenser ce serait être fou, lui qui peut me percer. Au mot de rat, la damoiselle ouvrit l'oreille, il fut l'époux. Un rat, c'est de ses coups. Qu'amour fait, témoin tel et tel. Mais ceci soit dit entre nous. On tient toujours du lieu dont on vient. Cette fable prouve assez bien ce point, mais à la voir de près, quelque peu de sophisme entre parmi ses traits, car quel époux n'est point au soleil préférable en s'y prenant ainsi? Dirais-je qu'un géant est moins fort qu'une puce? Elle le mord pourtant. Le rat devait aussi renvoyer, pour bien faire, la belle au chat, le chat au chien, le chien au loup. Par le moyen de cet argument circulaire, Pilpé, jusqu'au soleil, eut enfin remonté. Le soleil eut joui de la jeune beauté. Revenons, s'il se peut, à la métempsycose. Le sorcier du brahmin fit sans doute une chose, qui, loin de l'approuver, fait voir sa fausseté. Je prends droit là-dessus contre le brahmin même, car il faut, selon son système, que l'homme, la souris, le ver en fasse chacun, aille puiser son âme en un trésor commun. Toutes sont donc de même trempe, mais agissant diversement, selon l'organe seulement, l'une s'élève et l'autre rampe. D'où vient donc que ce corps si bien organisé ne put obliger son hôtesse de s'unir au soleil? Un rat eut sa tendresse. Tout débattu, tout bien pesé, les âmes des souris et les âmes des belles sont très différentes entre elles. Il en faut revenir toujours à son destin, c'est-à-dire à la loi par le ciel établie. Parlez au diable, employez la magie, vous ne détournerez nul être de sa fin. Le fou qui vend la sagesse. Jamais auprès des fous ne te mets à portée. Je ne te puis donner un plus sage conseil. Il n'est enseignement pareil à celui-là de fuir une tête éventée. On en voit souvent dans les cours. Le prince y prend plaisir, car il donne toujours quelques traits aux fripons, aux sots, aux ridicules. Un fol allait criant par tous les carrefours qu'il vendait la sagesse, et les mortels crédules de courir à l'achat. Chacun fut diligent. On essuyait force grimaces, puis on avait pour son argent. Avec un bon soufflet, un fil long de 2 brasses, la plupart s'en fâchaient. Mais que leur servait-il? C'était plus les moquer. Le mieux était de rire ou de s'en aller, sans rien dire. Avec son soufflet et son fil, de chercher du sens à la chose, on se fut fait siffler ainsi qu'un ignorant. La raison est-elle garant de ce que fait un fou? Le hasard est la cause de tout ce qui se passe en un cerveau blessé? Du fil et du soufflet pourtant embarrassé, un des dupes un jour alla trouver un sage, qui sans hésiter davantage, lui dit « Ce sont ici hiéroglyphes tout purs. Les gens bien conseillés et qui voudront bien faire, entre eux et les gens fous mettront pour l'ordinaire la longueur de ce fil,
Sinon, je les tiens sûrs de quelque semblable caresse. Vous n'êtes point trempés, ce fou vend la sagesse. L'huître et les plaideurs. Un jour, 2 pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter. Ils avalent des yeux, du doigt ils se la montrent. À l'égard de la dent, il fallut contester. L'un se baissait déjà pour amasser la proie. L'autre le pousse et se dit « Il est bon de savoir qui de nous en aura la joie. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur. » L'autre le verra faire. « Si par là on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon. Dieu merci, je ne l'ai pas mauvais aussi, dit l'autre, et je l'ai vu avant vous, sur ma vie. Eh bien, vous l'avez vu, et moi je l'ai senti. Pendant tout ce bel incident, Perrin-Dandin arrive. Ils le prennent pour juge. Perrin fort gravement ouvre l'huître et la gruge. Nos 2 messieurs la regardent. Ce repas fait, il dit d'un ton de président. Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille sans dépens. Et campez chacun chez soi s'en aille. Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui. Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles. Vous verrez que Perrin tire l'argent à lui et ne laisse au plaideur que le sac et les quilles. Le loup et le chien maigre. Autrefois, Carpillon Frétin eut beau prêcher, il eut beau dire, on le mit dans la poêle à frire. Je fis voir que lâcher ce qu'on a dans la main, sous espoir de grosse aventure, est imprudence toute pure. Le pêcheur eut raison, Carpillon n'eut pas tort. Chacun dit ce qu'il put pour défendre sa vie. Maintenant, il faut que j'appuie. Ce que j'avançais lors de quelques traits encore, certains loups, aussitôt que le pêcheur fut sage, trouvant un chien hors du village, s'en allaient l'emporter. Le chien représenta sa maigreur. « Ja ne plaise à votre seigneurie de me prendre en cet état-là. Attendez, mon maître marie, sa fille unique, et vous jugez qu'étant de noces, il faut malgré moi que j'engraisse. » Le loup le croit, le loup le laisse. Le loup, quelques jours écoulés, revient voir si son chien n'est point meilleur à prendre. Mais le drôle était au logis. Il dit au loup par un treillis, « Ami, je vais sortir, et si tu veux attendre, le portier du logis et moi, nous serons tout à l'heure à toi. » Ce portier du logis était un chien énorme, expédiant les loups en forme. Celui-ci s'en douta. « Serviteur au portier, dit-il, et de courir il était fort agile. Mais il n'était pas fort habile. Ce loup ne savait pas encore bien son métier. Rien de trop. Je ne vois point de créature se comporter modérément. Il est certain tempérament que le maître de la nature veut que l'on garde en tout. Le fait-on? Nullement. Soit en bien, soit en mal, cela n'arrive guère. Le blé, riche présent de la blonde cérès, trop touffu, bien souvent épuise les guérets. En superfluité, s'épandant d'ordinaire, et poussant trop abondamment, il ôte à son fruit l'aliment. L'arbre n'en fait pas moins, tant le luxe sait plaire. Pour corriger le blé, Dieu permit aux moutons de retrancher l'excès des prodiges moissons. Tout au travers, ils se jetèrent, gâtèrent tout et tout broutèrent, tant que le ciel permit aux loups d'en croquer quelques-uns. Ils les croquèrent tous. S'ils ne le firent pas, du moins ils y tâchèrent.
Puis le ciel permit aux humains de punir ces derniers. Les humains abusèrent à leur tour des ordres divins. De tous les animaux, l'homme a le plus de pente à se porter dedans l'excès. Il faudrait faire le procès, aux petits comme aux grands. Il n'est âme vivante qui ne pêche en ceci. Rien de trop est un point dont on parle sans cesse et qu'on n'observe point. Le cierge. C'est du séjour des dieux que les abeilles viennent. Les premières, dit-on, s'en allèrent loger au mont Hymette et se gorger des trésors qu'en ce lieu les zéphyrs entretiennent. Quand on eut des palais de ces filles du ciel, enlevé l'ambroisie en leur chambre enclose, ou, pour dire en français la chose, après que les ruches sans miel n'eurent plus que la cire, on fit mainte bougie. Mainte cierge aussi fut façonnée, un d'eux voyant la terre en brique en feu durci, vaincre l'effort des ans, il eut la même envie. Et nouvelle Empédocle, aux flammes condamnées par sa propre et pure folie. Il se lança dedans, ce fut mal raisonné, ce cierge ne savait grain de philosophie. Tout en tout est divers. Ôtez-vous de l'esprit qu'aucun être ait été composé sur le vôtre. L'empédocle de cire au broisier se fondit. Il n'était pas plus fou que l'autre. Jupiter et le passager. Oh, combien le péril enrichirait les dieux si nous nous souvenions des vœux qu'il nous fait faire. Mais le péril passé, l'on ne se souvient guère de ce qu'on a promis aux cieux. On compte seulement ce qu'on doit à la terre. Jupiter, dit l'impie, est un bon créancier. Il ne sert jamais d'huissier. Et qu'est-ce donc que le tonnerre? Comment appelez-vous ces avertissements? Un passager, pendant l'orage, avait voué 100 bœufs au vainqueur des titans. Il n'en avait pas un. Vouer 100 éléphants n'aurait pas coûté davantage. Il brûla quelques os quand il fut au rivage. Au nez de Jupiter, la fumée en monta. « Sire Jupin, dit-il, prends mon vœu, le voilà. C'est un parfum de bœuf que ta grandeur respire. La fumée est ta part, je ne te dois plus rien. » Jupiter fit semblant de rire. Mais après quelques jours, le dieu l'attrapa bien, en voyant un songe lui dire qu'un tel trésor était en tel lieu. L'homme au vœu courut au trésor comme au feu. Il trouva des voleurs, et n'ayant dans sa bourse qu'un écu pour toute ressource, il leur promit 100 talents. Bien compté, et d'un tel trésor, on l'avait enterré dedans telle bourgade. L'endroit parut suspect aux voleurs de façon qu'à notre prometteur l'un dit « Mon camarade, tu te moques de nous, meurs et va chez Pluton. Porter tes 100 talons en don. » Le chat et le renard. Le chat et le renard, comme beaux petits saints, s'en allaient en pèlerinage. C'étaient 2 vrais tartuffes, 2 archipatelins, 2 francs pattes pelus, qui, des frais du voyage, croquant mainte volaille et scroquant mainte fromage, s'indemnisaient à qui mieux, le chemin était long et partant ennuyeux. Pour l'adoucir, ils disputèrent. La dispute est d'un grand discours, et d'un grand secours. Sans elle, on dormirait toujours. Nos pèlerins s'égosillèrent. Ayant bien discuté, l'on parla du prochain. Le renard au chat dit enfin « Tu prétends être fort habile ? En sais-tu tant que moi ? J'ai 100 ruses au sac. » « Non, dit l'autre, je n'ai qu'un tour dans mon bissac. Mais je soutiens qu'il en vaut 1000. » Eux de recommencer la dispute à l'envi. Sur le que si, que non, tous 2 étant ainsi, une meute apaisa la noise. Le chat dit au renard « Fouille en ton sac,
Ami, cherche dans ta cervelle matoise un stratagème sûr. Pour moi, voici le mien. À ces mots, sur un arbre il grimpa bel et bien, l'autre fit 103 tours inutiles. Entra dans 100 terriers, mit 100 fois en défaut tous les confrères de Briffaut. Partout il tenta des asiles, et ce fut partout sans succès. La fumée y pourvut, ainsi que les bassets. Au sortir d'un terrier, 2 chiens aux pieds agiles l'étranglèrent du premier bond. Le trop d'expédients peut gâter une affaire. On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire. N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon. Le mari, la femme et le voleur. Un mari fort amoureux de sa femme, bien qu'il fût jouissant, se croyait malheureux. Jamais eut hâte de la dame, propos flatteurs et gracieux, mots d'amitié ni doux sourire, déifiant la pauvre cire. N'avait fait soupçonner qu'il fût vraiment chéri, je le crois, c'était un mari. Il ne tint point à l'hyménée que content de sa destinée. Il n'en remercia les dieux, mais quoi? Si l'amour n'assaisonne les plaisirs que l'hymen nous donne, je ne vois pas qu'on en soit mieux. Notre épouse, étant donc de la sorte bâtie et n'ayant caressé son mari de sa vie. Il en faisait sa plainte une nuit. Un voleur interrompit la doléance. La pauvre femme eut si grand-peur qu'elle chercha quelque assurance entre les bras de son époux. « Ami voleur, dit-il, sans toi ce bien si doux me serait inconnu. Prends donc en récompense tout ce qui peut chez nous être à ta bienséance. Prends le logis aussi. Les voleurs ne sont pas gens honteux, ni fort délicats. Celui-ci fit sa main. J'infère de ce conte que la plus forte passion, c'est la peur. Elle fait vaincre l'aversion et l'amour quelquefois. Quelquefois il la dompte. J'en ai pour preuve cet amant qui brûla sa maison pour embrasser sa dame, l'emportant à travers la flamme. J'aime assez cet emportement. Le conte m'en a plu toujours infiniment. Il est bien d'une âme espagnole et plus grande encore que folle. Le trésor et les 2 hommes. Un homme n'ayant plus ni crédit ni ressources et logeant le diable en sa bourse, c'est-à-dire n'y longeant rien, s'imagina qu'il ferait bien de se pendre et finir lui-même sa misère, puisqu'aussi bien sans lui, la faim le viendrait faire. Genre de mort qui ne duit pas, à gens plus curieux de goûter le trépas. Dans cette intention, une vieille masure fut la scène où devait se passer l'aventure. Il y porte une corde et veut, avec un clou, au haut d'un certain mur attacher le licou. La muraille, vieille et peu forte, s'ébranle au premier coup, tombe avec un trésor. Notre désespéré la ramasse et l'emporte. Laisse là le licou, s'en retourne avec l'or, sans compter, ronde ou non, la somme plus au cire, tandis que le galant à grands pas se retire. L'homme au trésor arrive et trouve son argent absent. Quoi, dit-il sans mourir, je perdrai cette somme? Je ne me pendrai pas. Et vraiment si ferait, ou de cordes je manquerais. Les lacs étaient tout près, il n'y manquait qu'un homme. Celui-ci se l'attache et se pend bien et beau. Ce qui le consola peut-être fut qu'un autre eut pour lui fait les frais du cordeau. Aussi bien que l'argent le licou trouve à mettre, l'avare rarement finit ses jours sans pleurs. Il a le moins de part au trésor qu'il en sert. Thésauriant pour les voleurs,
pour ses parents ou pour la terre, mais que dire du troc que La Fontaine fit. Ce sont là de ses traits, elle s'en divertit. Plus le tour est bizarre, et plus elle est contente. Cette déesse inconstante se mit alors en l'esprit de voir un homme se pendre, et celui qui se pendit s'y devait le moins attendre. C'est ainsi que se termine l'émission ce soir. J'espère que vous avez apprécié les rimes de Jean de La Fontaine et que vous avez pu en parler sur Twitter avec le hashtag VBN comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt sur D8.